Et donc Native Ads, je me rends compte que il faut avoir des gros budgets pour se lancer. Et Pinterest, on peut démarrer en organique gratuitement. Semaine 1, semaine 2, j'alimente la plateforme, zéro résultat, personne va sur le site web. Et puis au bout de 3 semaines, j'abandonne. Je me dis c'est bon, Pinterest ça marche pas, j'ai pas de clics, etc. Quelques mois plus tard, je reviens sur Pinterest pour voir. Et là, je vois 500 000 vues mensuelles. Et là, je me dis waouh, il y a vraiment quelque chose de sympa à faire. Et en fait, on va cibler l'audience de Pinterest. Donc dès qu'on cible une audience qui est plutôt, CSP+, à plus de 25 ans et plus des femmes, Pinterest match souvent très bien. Avant de lancer des publicités, dans tous les cas, il faut toujours avoir un minimum de présence organique. Après, en soi, les deux travaillent ensemble, la publicité et l'organique travaillent ensemble. Le meilleur format, c'est un format 2 tiers, 1000 par 1500 pixels. Donc on est entre le carré et le story finalement. C'est presque un nouveau format en gros pour les Ouais, annonceurs. c'est le format Pinterest. Première étape, ça va être une bonne diversification au niveau des tableaux. Après, ce qui va être très important, c'est la qualité des visuels, encore une fois. En moyenne, pour avoir un bon semblant de démarrage de traction, c'est souvent vraiment aux alentours des 6 mois. Là-dessus, on peut s'attendre au bout de 6 mois à avoir plus d'une centaine de visiteurs par jour. On a des CPM, donc des coûts par 1000 impressions, qui tournent en moyenne à l'heure actuelle entre 1,50 €, 2 € maximum sur le marché français. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'e-commerçant. Je suis Pierre Baptiste, cofondateur de Seos, l'agence Google Ads des e-commerçants. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Luc. On va parler de Pinterest. Pinterest en e-commerce, c'est quand même un sujet qui est aujourd'hui finalement assez peu travaillé en France et pourtant il y a quand même un potentiel de croissance qui est monstrueux. Donc dans cet épisode, Luc va nous présenter la stratégie complète pour se lancer sur la partie organique et payante. Donc en gros de A à Z, à la fin de l'épisode, tu sais exactement ce qu'il faut que tu fasses pour aller chercher des budgets à 500-600 € par jour sur Pinterest. Et oui, c'est quand même possible malgré ce qu'on pourrait croire. Si tu apprécies cet épisode, n'oublie pas d'aller le noter sur toutes les plateformes, donc 5 étoiles sur Apple Podcast. Sur Spotify aussi, il y a la possibilité de noter le podcast. Il y a aussi la possibilité de discuter avec moi derrière dans les épisodes. Il y a une nouvelle fonctionnalité Spotify qui vient de sortir. Donc n'hésite pas à utiliser ça. Et nous, on te laisse avec cet épisode. Très bonne écoute. Écoute, Luc, je suis vraiment ravi de t'accueillir sur le podcast e-commerçant. Je pense que ça va être un super épisode sur Pinterest. Du coup, bienvenue. Merci beaucoup Pierre Baptiste pour cette invitation et ouais, trop hâte d'échanger, surtout que ça fait un peu de manière soupçonnée quand j'ai posté mon post LinkedIn la semaine dernière. D'ailleurs, tu m'as vite envoyé un commentaire et contacté. Mais Ouais, c'est ça. En gros, est-ce que tu étais sur Paris là En gros, on est en septembre 2024 pour ceux qui écouteraient le podcast plus tard. D'ailleurs, il va sortir probablement beaucoup plus tard. Et en ce moment, il y a la Retail Week qui va commencer, je crois, demain ou après-demain sur Paris. Donc, il y a pas mal de gens qui sont venus, etc., pour profiter de l'événement et découvrir des nouvelles solutions, des nouvelles personnes, etc. Et c'est vrai que tu as mis ce petit post et je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion, on est tous les deux sur Paris. Ça fait un moment que j'avais envie qu'on enregistre ensemble parce que je suis assez admiratif de ce que tu fais avec Pinads. Ce que je disais aussi, c'est qu'on s'est galéré sur le lancement de ce podcast pour l'enregistrement. Mais du coup, ce que je disais dans la première partie qui n'a pas été enregistrée, c'est qu'en gros, j'étais assez admiratif de ce que tu faisais sur Pinads, du fait qu'il y ait aussi aujourd'hui très peu, voire quasiment aucune agence Pinterest en France. Donc, c'est dur de ne pas avoir de référents. Moi, je le vois quand on est sur Google Ads. Aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de référents en France. Pas forcément de référents, mais en tout cas de gars où tu te dis, tiens, c'est intéressant ce qu'ils font. Il y a des bonnes idées aussi à apprendre et on grandit ensemble. Et vous, j'ai l'impression que vous menez grave bien votre barque. Alors que c'est un peu plus, tu vois, c'est un peu plus noir l'horizon. Tu sais pas exactement où aller, quoi. Donc, franchement, félicitations pour ça, c'est très cool. merci beaucoup, c'est très gentil. Et je pense que ouais, dans ce podcast, l'objectif c'est de voir tout ça en détail, étape par étape. Mais ouais, en tout cas, ça s'est monté petit à petit. Et finalement, ouais, on est sur un marché où il faut innover. On regarde ce qui se fait sur d'autres marchés, d'autres industries, sur Google Ads. Et d'ailleurs, on va le voir à mes Pinterest, des fois copie certaines fonctionnalités d'autres plateformes, etc. Donc voilà, on se calque sur notre marché et ça nous permet justement d'être dans un vrai océan bleu, quoi. Mm. En gros, l'idée, c'est que dans cet épisode, on puisse parler un peu de Pinterest, peut-être plus sur la deuxième partie de l'épisode. Au début, j'aimerais bien comprendre un peu qui tu es, c'est quoi ton parcours, comment tu es arrivé là. Donc, la fameuse question, je crois, de tous les débuts de podcast, mais est-ce que tu peux te présenter et me dire un peu qui tu es et comment Yes, tu as bien sûr. commencé? Donc, Luc Bermond, donc j'ai 23 ans. Moi, de mon côté, du coup, j'ai monté Pinads il y a 4 ans maintenant, en parallèle de mes études. Donc, de base, comment ça s'est passé donc, en parallèle de mes études, j'ai monté plusieurs sites web, donc, dont un dans la thématique de l'affiliation, thématique de la santé. Et justement, je me réfléchissais à, ok, quelle source de trafic je vais pouvoir utiliser
pour driver du trafic vers ce site web et derrière générer des ventes ou des commissions en affiliation. Et j'ai un peu testé Facebook Ads. Google, je ne l'avais pas testé à l'époque, mais Facebook Ads, je me rendais compte déjà à l'époque, les coûts par clic c'était ultra cher. Donc je me suis dit, ok, je vais chercher des sources de trafic un peu alternatives. Donc là, j'avais plusieurs possibilités. Donc il y avait le Native Ads, mais le Native Ads c'était assez cher au démarrage. Le Native Ad, c'est quoi ça? Native Ads, c'est toutes les publicités qui sont présentes sur les sites web Ah oui, intégrées dans Native Ad. Ok, Native ouais, Ads, ouais, genre les Taboola, trucs comme Outbrain, ça. ouais, Ok, exactement. ouais, je vois ce que Donc tu veux dire. j'avais ça et également Pinterest. Donc j'avais un peu mappé sur le marché US ce qui marchait bien à cette époque-là. Et il y avait ces deux plateformes. Et donc Native Ads, je me rends compte que il faut avoir des gros budgets pour se lancer. Et Pinterest, on peut démarrer en organique gratuitement. Donc je me dis, ok, au démarrage, j'étais étudiant, j'ai pas forcément énormément d'argent, voire pas du tout à mettre en publicité. Du coup, je me suis lancé en organique en publiant beaucoup d'épingles. Donc je récupérais des épingles qui sont des images et vidéos. Donc je les récupérais sur le net et derrière je l'ai publié sur Pinterest à une grosse fréquence de publication. Donc je l'ai fait pendant plusieurs semaines. Semaine 1, semaine 2, j'alimente la plateforme, zéro résultat, personne va sur le site web. Et puis au bout de 3 semaines, j'abandonne. Je me dis bon, c'est bon, Pinterest ça marche pas, j'ai pas de clics, etc. Et donc, quelques mois plus tard, je reviens sur Pinterest pour voir un peu ce que ça donne. Et là, je vois beaucoup de trafic sur mon site en analytics qui viennent, mais je n'arrive pas à trouver la source. Et là, je retourne sur Pinterest et là, je vois 500 000 vues mensuelles. En fait, l'algorithme a mis du temps à ranker mes épingles. Et là, je me dis, waouh, il y a vraiment quelque chose de sympa à faire. Personne n'en parle sur le marché français. Pourquoi pas un peu creuser cette partie-là. Donc, j'ai commencé encore à lancer la publication. Et je me suis dit, mais pourquoi pas le proposer à des entreprises. Et là, on arrive en pleine période Covid où je montre mes résultats à certaines personnes dans une même thématique, santé, sport, dont Chloé Bloom, donc une influenceuse fitness à l'époque qui est sur Lyon. Et donc, je montre à son équipe justement ce que j'ai fait. Je lui dis, ce serait intéressant peut-être de tester de votre côté pour faire la même chose sur vos pages. Et donc, en récupérant l'image de marque de Chloé Bloom, petit à petit, du coup, on a monté. Donc, Chloé Bloom qui a été ma première cliente. Ça a drivé vraiment une masse de trafic sur son site en organique. Et après, il y a la partie Pinterest Ads qui est sortie. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire de la publicité sur Pinterest. Donc, ça s'est fait petit à petit. Et de fil en aiguille, après Chloé Bloom, il y a eu David Laroche, donc dans la sphère du développement personnel. Donc, c'est parti plus sur cette sphère-là un peu infopreneuriale. Et donc, de fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est que on a enchaîné des clients de plus en plus gros pour monter Pinaz au fur et à mesure. Salut à tous, ici Pierre-Baptiste. Je me permets d'interrompre cet épisode pour vous parler de Seos, l'agence Google Ads qui rend ce podcast possible. Chez Seos, notre mission elle est simple, aider les e-commerce à transformer Google Ads en un véritable moteur de croissance. Comment on fait ça? Eh bien, tout simplement en créant des stratégies sur mesure, taillées pour maximiser la performance de chaque budget, chaque euro investi et parfaitement aligné avec vos objectifs business. Donc, que vous cherchiez à améliorer votre ROAS, à accélérer votre croissance, à scaler votre activité ou à attirer toujours plus de nouveaux clients, on s'occupe de tout. De la conception de la stratégie jusqu'à l'optimisation continue, le tout avec une approche ultra personnalisée et basée sur des analyses business approfondies. On a construit une équipe de dingue et on a déjà eu la chance de collaborer avec des marques incroyables comme le groupe Eram et leur marque TBS, comme Fitness Boutique, Mister Auto, Bobo Chic, l'entrepôt du bricolage, Ekiclick, Wopilo ou même des projets comme Esprit Padel. D'ailleurs, si vous dépensez plus de 10 000 euros par mois sur Google Ads, Seos vous offre un audit gratuit de votre compte spécialement pour vous, auditeurs d'e-commerçants. Donc le lien, il est en description. Ne tardez pas à réserver votre audit. On a hâte de voir ce qu'on pourrait accomplir ensemble. Allez, on retourne à l'épisode. Bonne écoute. Ouais, regarde, t'es vraiment parti d'un truc assez itératif pour toi et tu t'es dit, tiens, en fait, ça marche bien pour moi, ce serait cool que ça marche pour d'autres. Moi, si on revient un tout petit peu en arrière par rapport à la création de la boîte et qu'on revoit lui qui a quoi, du coup, 19 ans, Ouais, c'est qui ça. commence à lancer ça, pourquoi tu lances ça à ce moment-là? C'est quoi les études que tu fais, ça t'intéresse pas? Non, en fait, déjà au lycée, de mon côté, j'avais monté 2-3 sites internet pour me faire la main. J'étais vraiment assez passionné de cette partie-là marketing. De cette partie-là marketing, je savais que je souhaitais monter une boîte à terme. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, j'ai des compétences en marketing. Je sais qu'en école, je vais pas forcément apprendre énormément de choses sur cette partie-là marketing. Par contre, la partie stats, coupler la data et le marketing, ça peut être super intéressant. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas aller chercher des études dans les statistiques. Donc, j'ai fait un IUT en statistique pour coupler la partie marketing et analytics pour derrière avoir un panel de compétences assez varié. Donc, j'ai fait un IUT en statistique. Donc, j'ai fait la première année entière et après, à la fin de la première année, j'ai arrêté pour me
pour me consacrer à 100% sur mon activité parce que ça marchait plutôt bien. Et donc voilà, ouais, mais j'ai monté Pinaz à 19 ans et mes premiers projets, ça a démarré à 16 ans à peu près. Ok, à 16 ans, j'avoue que je crois que j'avais commencé à entreprendre moi peut-être à 18, donc c'est vachement tôt. Et c'était à force en fait d'être dans les sites, tu crées tes sites et tu te dis ok vas-y je l'ai créé, comment on envoie des gens maintenant parce que j'ai envie qu'ils voient ce que j'ai fait. Et c'est un peu comme ça que tu débutes et en gros Pareil. tu déclenches le truc quoi. Mais ok, méga intéressant. Et donc après tu montes donc Peanuts un peu par hasard parce qu'en fait petit à petit tu te rends compte que ça marche bien et que c'est intéressant. Tu fais ça pour du coup plutôt des infopreneurs comme tu disais. Comment tu switches derrière d'un enjeu infopreneurial à aujourd'hui, je crois que vous avez quand même pas mal de boîtes plus dans le e-commerce et je pense qu'on va le voir ensemble dans l'épisode aussi, mais Pinterest est quand même très adapté à certains secteurs d'activité. Comment tu fais un peu ce switch de dire, bon, bah finalement, les stratégies qu'on a poussées sur l'infopreneur, on peut le pousser sur du e-com et c'est presque là où il y aura probablement le plus de résultats. Ouais, mais ça se fait un peu de manière macro où c'est Pinterest de manière générale, leur communication, ça a vachement évolué sur la partie shopping. Là-dessus, c'était vraiment clair, hein, les ambitions de Pinterest de devenir une plateforme vraiment shopping, alors que de base, c'était plus une plateforme où on allait épingler, enfin mettre des images, des vidéos simplement, sans avoir une vocation e-commerce. Et la plateforme a fait un pivot et ça s'est fait vraiment de manière assez naturelle. Donc, il y a même des marques e-commerce qui m'ont contacté en direct, me disant ok, on a vu ce que tu as fait pour Chloé Bloom, David Laroche, est-ce que tu penses que ça pourrait s'appliquer à nous de notre côté? Donc là nous on avait démarré avec Réjeanne, une marque de culottes menstruelles, c'était assez précurseur pour voir ce que ça allait donner, et ça a super bien marché dès le démarrage parce que c'était exactement le bon cœur d'audience. Et en plus de ça, ben, il y avait déjà toutes les fonctionnalités pour rechercher par mots-clés en fait. Donc de fil en aiguille, on se dit ben, on va se positionner sur tel ou tel mot-clé et derrière diffuser les publicités au bon endroit. Donc vu qu'il y a eu un peu un pivot macro de Pinterest, ça s'est fait vraiment naturellement. Et nous on a testé sur voilà, quelques marques e-commerce au démarrage, on a vu que l'attraction était assez rapide. Et donc derrière on a diffusé petit à petit quoi. Ok. Ouais, donc petit à petit, tu augmentes, tu vois que ça marche bien. Euh, Si on commence peut-être à rentrer un peu dans le sujet justement Pinterest, ce serait peut-être pas mal qu'on. Alors, je pense que la majorité des gens qui nous écoutent savent ce que c'est Pinterest, mais ce serait peut-être cool de juste refaire un point de si tu pouvais nous expliquer très rapidement ce qu'est ce site, ce qu'on y retrouve, etc., histoire au moins de poser les bases pour le reste de notre conversation sur le sujet. Ouais, complètement. Donc Pinterest, une sorte de moteur de recherche visuel où on est dans une phase d'inspiration. Quand on va sur Pinterest, c'est pour rechercher de nouvelles idées. On ne sait pas exactement, où on n'a pas mis les mots sur ce qu'on cherche. Du coup, on va faire de la recherche qui est visuelle. Donc, typiquement, ça a pour but, in fine, ben, d'améliorer différentes sphères de vie et différentes également catégories qu'on peut classer dans des tableaux. Donc Pinterest, c'est un fonctionnement comme ça où on va classer des idées dans des tableaux. Donc des tableaux qui sont des thématiques personnelles qu'on peut avoir. Donc admettons, je suis un utilisateur de Pinterest, je vais aménager un intérieur. Ce que je vais pouvoir faire, c'est créer un tableau par pièce de la maison. Je vais pouvoir créer un tableau chambre, un tableau salle de bain. Et derrière, si je veux refaire ma garde-robe, je vais pouvoir taper, écrire un tableau jean par exemple pour cette partie-là, ou un tableau. Enfin, il peut y avoir différents tableaux qui peuvent être créés dans différentes catégories de vie finalement. Et le but, c'est que chaque utilisateur crée son propre univers personnel sur la plateforme. Et donc ça, c'est la première étape. Sur Pinterest, on vient pour chercher de nouvelles idées et les classer dans différentes catégories pour pouvoir y revenir plus tard. Et derrière, en fonction de ça, acheter ou derrière, tout simplement y revenir plus tard pour avoir plus d'informations ou le repartager dans le futur, quoi. Ouais, en fait, le modèle, il est assez proche de ce que tu vas faire sur Spotify, où tu as tes propres playlists et tu mets les chansons que tu aimes bien dans une playlist et en fonction des thèmes et tout. Ou même, je pense, un exemple encore plus proche, peut-être, ça va être sur ton téléphone, les albums et albums partagés que tu as. Et tu prends tout simplement toutes les photos de, je sais pas moi, ton voyage aux États-Unis et tu les mets dans un album. En gros, là, c'est un peu le même sujet. Mais tu te fais un environnement totalement personnalisé, mais ultra visuel. Et c'est là où moi, pour le coup, je l'ai un peu utilisé. Je pense qu'on va en reparler des secteurs, mais je l'ai utilisé un peu pour la partie déco, parce que je suis une bille totale en décoration. Mais je me dis, il y a des gens qui savent faire mieux que moi, on va juste copier-coller ce qu'ils font, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je me suis fait des tableaux, tu fais ton truc. Et en fait, là où j'ai été ultra impressionné, c'est que une fois que tu as cherché 4-5 trucs visuels, l'algo est capable de te sortir des trucs qui sont super proches de ça, mais
pas uniquement sur la partie couleur, mais aussi sur la partie genre design, style. Enfin, je prends un truc bête, mais si t'aimes les styles très industriels, il va pas juste te sortir des photos entre guillemets marron et noir un peu bêta, mais c'est vraiment, tu vas avoir une sélection de styles industriels qui va s'optimiser de plus en plus au fur et à mesure que tu mets ça de côté, tu vois. Et j'avais été assez impressionné par la capacité de l'algo comment dire, à rendre ultra visuel la recherche avec des mots. Enfin, Ouais, en fait, souvent, tu pars sur une recherche qui est assez large au démarrage. Donc, prenons l'exemple des canapés. On va taper typiquement canapé gris. Et derrière, dès que tu arrives à trouver un style de canapé qui te plaît, ouais, Pinterest va te proposer différentes déclinaisons. Et là, du coup, tu bascules du recherche textuelle à visuel. Et derrière, une fois que tu as la recherche visuelle exacte, bah, souvent en titre et description, tu vas vite voir textuellement la recherche, où tu vas aller finalement, pour derrière faire une autre recherche autre part, ou aller sur Google pour taper le nom de la marque si tu as trouvé, ou aller sur le site web directement. Donc c'est vraiment ça, la base de Pinterest, c'est vraiment cette partie de la recherche visuelle. Ok. Et du coup, si on parle de recherche visuelle, tout à l'heure, tu as parlé d'infopreneur, tu as parlé de Réjeanne, du coup, sur les culottes menstruelles. Là, on a parlé un peu plus de décoration, etc. C'est quoi un peu Est-ce qu'il y a des catégories sur lesquelles, par exemple, Pinterest est particulièrement fort? Et du coup, inversement, est-ce qu'il y a des catégories sur lesquelles aujourd'hui, voilà, je sais pas si tu étais dans ce secteur d'activité, tu n'irais pas du tout sur Pinterest parce que, à ton avis, ça fait pas sens, tu vois. Ouais, exact. Bah, Pinterest, ça s'adapte vraiment pas à toutes les marques. Les top secteurs, ce sont lesquels c'est la décoration, la mode, la beauté. Donc ça, c'est vraiment les top 3 secteurs. Et après, il y a plein d'autres sous-secteurs. Je prends l'exemple souvent nous, on accompagne Spring, donc des lessives, des box de lessives qui s'envoient par boîte aux lettres. Ça n'a pas de rapport direct avec Pinterest, c'est pas forcément très visuel. Mais en fait, on va cibler l'audience de Pinterest, qui est à savoir plus des femmes, donc il y a plus de 60% de femmes, 18 millions d'utilisateurs mensuels en France, et surtout une audience qui a plus de 25 ans. Donc dès qu'on cible une audience qui est CSP+, à plus de 25 ans et plus des femmes, Pinterest match souvent très bien. Donc ça, c'est les top secteurs. Après, il y a plein de sous-secteurs, hein. Tout ce qui est cadeaux, idées cadeaux, ça marche très bien sur la fin d'année, parce que les personnes tapent vraiment ce mot-clé-là sur Pinterest. Et derrière, on a d'autres secteurs qui peuvent ne pas matcher avec la plateforme. Je pense notamment à ce qui marche bien sur Google Meta. Il peut y avoir beaucoup de choses par rapport à la lead gen. Sur Pinterest, c'est pas encore assez mature. L'algo, et les personnes ne viennent pas pour ça. Sur Pinterest, c'est très difficile d'intercepter les personnes quand on est sur une phase inspirationnelle pour derrière aller récolter du mail pour la pompe à chaleur ou des choses comme ça. Toute la partie lead gen marche très peu. Et tout ce qui cible plus les hommes finalement en direct plutôt que les femmes, là aussi également, c'est pas des top secteurs pour Pinterest. Mais dès qu'on cible des femmes de plus de 25 ans de manière générale, la Pinterest est top. Ok, donc en gros, globalement, visuel à mort, des boîtes où il y a beaucoup de visuels, et puis derrière, effectivement, une population plutôt féminine, CSP+, et comme tu disais, ok. Parce que moi, aujourd'hui, quand je vois Pinterest, j'avoue, c'est une plateforme que j'ai utilisée un peu à titre perso, comme je te disais, là, pour de la déco, mais finalement assez peu sur du pur e-commerce. Donc j'essaie de me mettre dans ma peau, là, du coup, de e-commerçant. J'ai un site de mon côté. Tu vois, moi, il y a la première idée que j'aurais tendance à dire, c'est finalement Pinterest, je vais poster, je vais mettre un buffer, tu sais, qui met des vidéos, des photos tous les jours pour poster de manière ultra régulière sur la plateforme en utilisant les photos de mes fournisseurs ou mes propres photos. Et puis, en fait, j'alimente. Et au bout d'un moment, en organique, ça va payer. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Bah déjà, c'est mieux que rien, hein. C'est mieux que rien dans le sens où au plus tu vas alimenter Pinterest, au mieux ce sera pour l'algo. Après, il faut pas le faire de manière trop bourrin parce que ça peut vraiment. Ça donne des red flags sur Pinterest, et si tu es blacklisté, c'est assez galère de repartir derrière. Donc, c'est important sur Pinterest de base. Donc, ça, c'est une bonne stratégie pour alimenter la plateforme. Avant de lancer des publicités, dans tous les cas, il faut toujours avoir un minimum de présence organique. Après, en soi, les deux travaillent ensemble. La publicité et l'organique travaillent ensemble. Faire que de l'organique, c'est une stratégie qui est viable, qui prend du temps. Par contre, c'est comme du SEO sur Google. Donc ça, c'est vraiment des stratégies qui peuvent être top, mais il faut être conscient que ça prend vraiment du temps. Et le paid va être là également pour booster cette partie-là et gagner du temps. Donc si c'était sur une stratégie long terme où tu te dis, Pinterest, je suis pas forcément pressé, et s'il y a des retombées qui sont vraiment dans 1 an, 2 ans, c'est ok. Démarrer avec de l'organique, ça peut faire sens, mais il faut quand même aller avec une grosse fréquence de publication et le faire de manière très régulière et pas trop spammer l'algorithme de la mauvaise manière avec
avec toujours les mêmes épingles, toujours les mêmes angles, avec des épingles non adaptées à Pinterest, avec les mauvais formats. C'est super important d'avoir des formats qui sont plus verticaux sur Pinterest, plutôt que souvent les images fournisseurs elles peuvent être carrées, rectangulaires, ça marche pas trop avec Pinterest. Donc ça, c'est première étape, c'est vraiment se calquer au bon format. Et derrière, être régulier sur cette partie-là organique. Donc ça peut être une bonne stratégie, mais après l'amplifier avec le paid, ça va te faire gagner énormément de temps et c'est là-dessus qu'il y a vraiment un sacré enjeu à aller chercher. Ok, donc déjà en termes de format, toi vaut mieux prendre en gros des formats quoi. C'est type stories en gros en termes de format. Donc l'idéal c'est le storing marche, mais souvent il est croppé en haut et en bas automatiquement par Pinterest. Le meilleur format c'est un format 2/3 1000 par 1500 pixels. Donc on est entre le carré et le story finalement. C'est presque un nouveau format en gros pour les annonceurs. Ouais, c'est le format Pinterest, ouais. Mais en soi après le story marche déjà plutôt bien, c'est juste qu'il est croppé automatiquement par le goût en haut et en bas, quoi. Yeah, donc il faut bien anticiper de couper en haut et en bas dans tes créas pour qu'en fait tu aies le central au milieu de toute C'est façon, ça. tu vois. Ok. Et donc l'idée c'est peut-être de poster du coup assez régulièrement. Mais déjà, si on prend un peu la notion organique, en préparant le podcast, on a parlé un peu SEO et tu as fait du coup une réflexion liée au SEO. C'est un peu comme sur Google, ça met du temps. Est-ce que déjà tu as des bonnes pratiques un peu sur ça? Si on veut se lancer aujourd'hui en organique sur Pinterest, vas-y, là je suis en train de faire mon buffer, j'écris mes titres, mes descriptions, machin. Comment tu fais les choses bien, tu vois, déjà sur cette partie? Yes, alors plusieurs étapes. Première étape, ça va être d'avoir une bonne diversification au niveau des tableaux. Donc créer différents tableaux par rapport, en fait, pour que Pinterest, les tableaux Pinterest sont un peu une vitrine du site web. C'est-à-dire que si tu as différentes catégories produits, que tu les reprennes sous forme de tableaux sur Pinterest. Ça, c'est la première étape vraiment très importante. Avant même de te lancer sur Buffer, parce que sur Buffer, tu vas devoir classer les épingles dans différents tableaux. Et ce qu'il faut, c'est avoir une bonne sémantique de tableau. Et là-dessus, il va falloir optimiser les titres de tableau, description de tableau. Et ça va être super important pour l'algorithme de Pinterest pour bien référencer tes contenus. Donc ça, c'est la première étape, très importante. Et là, je conseille au minimum d'avoir 8 à 10 tableaux. Pas faire 2-3 tableaux, c'est trop limité. Il faut vraiment partir sur des tableaux quand même assez larges et les remplir au fur et à mesure de manière assez homogène. On va pas publier toutes les épingles dans un tableau et derrière délaisser certains tableaux. On va essayer d'être assez homogène dans tous ces tableaux-là. Donc ça, c'est la première vue un peu macro. Après, ce qui va être très important, c'est la qualité des visuels. Encore une fois, Pinterest, c'est un moteur de recherche visuel. Donc au plus on a une qualité importante, au mieux c'est. Et surtout, au plus on arrive à être inspirationnel. Donc au mieux c'est. Donc si on prend l'exemple d'accessoires de vélo, typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mettre uniquement une photo pack shot, mais l'accessoire porté ou ajouté sur un vélo, typiquement. Si on parle d'un casque de vélo, plus une photo prise de l'extérieur en lifestyle dans Paris. C'est vraiment toute cette partie-là un peu lifestyle qui va bien marcher sur Pinterest. Donc ça, c'est très important d'avoir une bonne mise en contexte. Et en termes de titre, description, donc Pinterest va avoir un scoring en interne qui va être basé sur le visuel. Donc ça, c'est très important. Donc, s'il y a du texte sur le visuel, Pinterest va le capter et le cerner. Donc ça, c'est très puissant. Et après, ce qui est important, c'est d'optimiser le titre et la description. Donc au niveau du titre, mettre différents mots-clés. Là-dessus, il y a différents outils. Il y a Pinterest Trend, PinSuggest, qui sont des très bons outils pour aller chercher sur quel mot-clé se positionner. Et en description également. Et surtout, en termes de page de redirection, derrière chaque image, il y a une page de redirection. Ce qui est important, c'est de ne pas rediriger toujours au même endroit vers la home page. Souvent, avec Buffer, tu vas avoir l'idée, tu te dis, vas-y, je redirige tout au même endroit, ce sera plus simple, c'est pratique, efficace. L'idéal, c'est quand même d'avoir de la variété en termes de pages de redirection également. Donc, Ok. donc voilà. Et je crois qu'il y a certains outils qui te permettent en gros de un peu importer presque ton site dans Pinterest, ou en tout cas les visuels de ton site dans Pinterest. Ça, tu recommandes ou pas vraiment? Souvent, ils sont pas adaptés en fait. Ils sont souvent au format rectangulaire, carré. Si ça te les importe au format vertical, ok. Mais souvent, ça n'est pas le Ouais, cas. c'est pas très quali sur ça. Ok, ça marche. Écoute, ok, bon, maintenant qu'on a compris un peu l'organique, pour avoir une idée un peu de ce que ça peut représenter, supposons demain, je sais pas, j'ai un site de canapé, j'ai envie de me lancer sur Pinterest, je me fais mes 8 tableaux, canapé en angle, canapé droit, je sais pas, canapé velours, enfin voilà, quelques catégories. Euh, c'est quoi un peu les délais sur lesquels je peux voir un impact? Supposons que j'ai vraiment bien fait mon SEO. Quels sont les délais? Et surtout, peut-être aussi, quel peut être l'impact réel en termes de volume? Est-ce qu'on parle de 10 visiteurs? Est-ce qu'on parle de potentiellement avoir une belle. Enfin voilà, tu vois, genre une première position Google et du coup, tu as quand même
une grosse masse de visiteurs pour avoir juste un peu un ordre d'idée de ce que ça peut représenter? Yes, en termes de timing, déjà au bout de 6 mois, on commence à avoir un semblant de traction juste entre le mois 1 et le mois 3. Souvent, c'est vraiment assez. Enfin, l'algo de Pinterest, le temps qu'il ingère les épingles, ça prend un peu de temps. Donc là-dessus, ouais. En moyenne, pour avoir un bon semblant de démarrage de traction, c'est souvent vraiment aux alentours des 6 mois. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça va vraiment varier d'une thématique à l'autre. Bien sûr, c'est comme le SEO sur Google, c'est exactement la même chose. Mais si on est sur une thématique comme les canapés, qui est une des top thématiques, enfin la décoration sur Pinterest, là-dessus, on peut s'attendre au bout de 6 mois à avoir plus d'une centaine de visiteurs par jour. Si à partir de ce moment-là, c'est bien fait. Mais après, encore une fois, ça va dépendre de ta fréquence de publication, ça va dépendre de la qualité de tes visuels. Enfin, il y a vraiment plein de facteurs. Mais si tu fais les choses proprement et que tu vas sur une fréquence de 3 à 5 épingles par jour que tu publies sur les bons formats, etc., avoir une centaine de visiteurs par jour, ça se fait plutôt bien. Et autre chose qui est importante à souligner, c'est que Pinterest se référence bien dans Pinterest, mais également sur Google. Tu as pas mal de requêtes Google qui tombent finalement sur Pinterest. Ou dans Google Images, tu as beaucoup d'épingles Pinterest également. Donc là-dessus, tu peux être des fois des fois mal positionné sur Pinterest, mais bien sur Google. Là-dessus, ça peut amener du trafic qui vient de Google en direct sur le site. Et du coup, un peu la question que je me pose par rapport à ça, c'est quelle est un peu la chaleur du trafic qu'on envoie? Parce que c'est vrai que du coup, quand tu es on sait sur Google, tu as des requêtes commerciales, des requêtes informationnelles, des requêtes navigationnelles, etc. Enfin, en gros, tu as 4-5 types de requêtes différentes. Aujourd'hui, genre le public que tu envoies grâce à Pinterest, c'est un public plutôt chaud, plutôt haut de funnel. C'est vrai que moi, mon première idée, c'est de dire je l'utilise pour m'inspirer. Donc en fait, en réalité, je suis pas là pour acheter, tu vois. Je suis vraiment là pour mettre dans des tableaux mon style industriel, tu vois. C'est quoi un peu toi ta vision sur ça? On est sur un public haut, bas de tunnel. Tout va dépendre. En fait, en organique, on est sur du mid-funnel globalement. Parce qu'on est vraiment sur des personnes qui sont en phase d'inspiration. Donc là, il va falloir vraiment les intercepteurs publicités pour les faire descendre au fur et à mesure dans les étapes du funnel. Donc en publicité, ça peut varier, mais globalement, on essaie plus d'aller chercher du bas de funnel de notre côté. C'est là où on trouve que Pinterest a vraiment une bonne force, parce qu'il n'y a pas une grosse différence en termes de tarifs. On parlera après de la partie publicité, mais entre le haut de funnel et le bas de funnel, donc autant se concentrer sur du bas de funnel. Mais après, en organique, c'est souvent du trafic qui peut être assez tiède, finalement. Ok, bah justement, je pense que la transition est toute trouvée pour parler un peu plus de la partie ads. Donc, ok, on a compris que quand même sur l'organique, finalement, comme sur Google, on peut faire des très belles choses sur la partie SEO, aller chercher des 100, 150 visiteurs par jour. Franchement, ça commence à être intéressant, tu vois. Si demain je veux me lancer en ads, c'est quoi un peu les bonnes raisons de lancer de l'ads du coup sur Pinterest? Est-ce qu'il y a des situations parfaites un peu pour se lancer? Il faut déjà avoir un compte organique bien développé ou tu peux te lancer genre un peu à vide? Comment tu gères ta stratégie ads sur Pinterest? Ouais, donc déjà les bonnes raisons pour se lancer sur Pinterest, c'est surtout déjà d'arriver sur une plateforme où il y a très peu de concurrence. Finalement, en termes de coûts publicitaires, on est sur des coûts publicitaires qui sont souvent très faibles, d'autant plus lors du dernier trimestre où on a des coûts qui augmentent sur les autres plateformes. Sur Pinterest, c'est relativement stable. On a des CPM, donc des coûts par 1000 impressions, qui tournent en moyenne à l'heure actuelle entre 1,50 €, 2 € maximum sur le marché français. Peu importe les secteurs, même dans la beauté où c'est très concurrentiel. Donc ça, déjà, c'est une première chose, c'est que Pinterest va vraiment driver énormément de trafic pour pas cher. Et ça, c'est intéressant. Le trafic va être des fois peut-être un peu moins qualifié, mais en fait, on arrose tellement que finalement, même si on a un taux de conversion un peu plus bas, on s'y retrouve super bien au final. Donc ça, c'est la première chose, donc d'arriver sur une plateforme moins concurrentielle et surtout de cibler une audience qui est qualifiée. On parlait de l'audience féminine, plus de 60% avec une audience assez CSP+. Ça, c'est le deuxième facteur. Donc, cibler une audience qualifiée et tout ça pour pas cher. Et autre point, on pourra en parler après, mais toutes les fonctionnalités shopping sont ultra puissantes sur Pinterest pour du bas de funnel. Donc dès qu'on cherche, admettons, on recherche un mot-clé par rapport à un canapé, on s'inspire, on voit différents styles de canapé. Si on aime bien le canapé ou le coussin qui est présent sur le canapé, on va pouvoir cliquer sur le coussin et voir les coussins similaires et directement voir les pricing associés. Donc vraiment une partie comme la partie shopping de Google, mais dans Pinterest. Et ça, c'est quelque chose qui marche super bien.
Donc ça, ce sont vraiment les principaux avantages de Pinterest et d'arriver sur des personnes qui sont en intention également, vu qu'elles tapent des mots-clés dans le moteur de recherche visuel. Après, du coup, quels sont les prérequis pour se lancer sur Pinterest? Tu l'as dit, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir un minimum d'images de marque sur Pinterest. Donc, avoir différents tableaux qui sont positionnés, avoir des épingles à l'intérieur. Donc, ce que je conseille, voilà, c'est un minimum de 8 tableaux. À l'intérieur, mettre 10-15 épingles. Parce qu'en fait, une personne va pouvoir cliquer soit sur la publicité, ou soit sur le profil. Et si on arrive sur un profil vierge, on va perdre le facteur confiance direct. Donc ça, c'est vraiment juste le prérequis. À partir de ce moment-là, on va pouvoir lancer les publicités et faire les premiers testings sur la plateforme. Et justement, quand on parle de publicité, donc tu disais les CPM sont plutôt assez bas en comparaison avec ce qu'on peut trouver ailleurs. C'est vrai que quand tu réfléchis à coût pour 1000 aux alentours de 2 euros, avec le coût moyen du CPC Google en France, pour le coup, je suis assez bien placé pour savoir, on est, je crois, aux 40 centimes en e-commerce, tu vois, sur du shopping. C'est vrai que du coup, tu envoies entre 4 et 5 personnes avec Google et tu touches 1000 en visibilité avec Pinterest. Alors, je sais pas combien tu en envoies en taux de conversion derrière, mais c'est quand tu veux être un tout petit peu plus haut et en découverte, c'est quand même assez intéressant. Surtout si c'est aussi qualifié que tu vois, genre du CSP+, etc., et que c'est dans ta cible. Euh, Supposons là du coup on veut se lancer vraiment dans la partie ads. C'est quoi déjà un peu les formats d'ads qui existent? Tu as parlé un peu du shopping en gros où tu peux cliquer sur les photos, enfin sur les parties des photos, sur les produits qui sont sur les photos. C'est quoi un peu les différents formats pour comprendre un peu Yes, tous les formats de méta à peu près sont dispo sur Pinterest. Donc tu as du statique, image, du carrousel, de la vidéo. Ils déclinent sur plein d'autres formats, mais globalement c'est les principaux. Et la partie shopping. Mais ce qui est intéressant sur Pinterest, c'est quoi? C'est que les publicités sont très discrètes. Le sponsorisé par, donc montrer que c'est une publicité, c'est ultra discret. Les personnes voient très peu la différence. Et quand on scrolle sur Pinterest, il y a il y a 4 épingles sur le feed, une à gauche, une à droite sur la partie haute et une à gauche, une à droite sur la partie basse. Donc quand on scrolle assez rapidement, on voit pas trop quelles sont les épingles publicitaires et les épingles non publicitaires. Mais ce qui est intéressant des fois, et surtout nous en termes de top format, c'est vraiment de faire des épingles qui peuvent être assez inspirationnelles, qui ne ressemblent pas à des publicités, et les personnes ne s'en rendent pas compte qu'elles cliquent sur une publicité. Donc voilà, mais en termes de top format, le statique, carrousel pour montrer des collections typiquement, et le format vidéo, ouais, c'est sur les top 3 formats sur la plateforme. Est-ce que tu peux réutiliser tes contenus méta, TikTok, Insta sur Pinterest ou il faut vraiment avoir un travail créa dédié? Au démarrage, c'est assez intéressant quand même de se baser sur ce qui a été fait sur Meta. C'est des très bonnes. Enfin, si c'est des créas gagnantes, autant les réutiliser au démarrage pour voir ce que ça donne. Et en fait, souvent, nous, on part sur un badge créatif qui est assez proche de Meta parce qu'on sait que ça a été validé sur la plateforme. Et au fur et à mesure, on va s'en éloigner avec des créas qui sont un peu plus inspirationnels sur Pinterest. Mais c'est une bonne pratique de base de se caler sur les créas qui ont déjà performé sur d'autres plateformes pour voir ce que ça va donner sur Pinterest. Donc voilà, et il y a des créatives qui marchent très bien sur Pinterest qui ne marchent pas sur Meta, mais des fois elles marchent très bien sur toutes les plateformes, donc il faut surtout ne pas s'en priver, quoi. Mais quand tu dis justement que comment dire, tu as un coût pour 1000 impressions, etc. En fait, là, moi, la remarque que je me dis sur ça quand je réfléchis quand je scrollais sur Pinterest, c'est qu'en fait, tu vois quand même, c'est quand même assez. Le feed est quand même ultra complet. Il y a énormément de visuels différents. Est-ce que du coup, tu payes vraiment à l'impression, le fait que ta pub apparaisse, ou est-ce que tu payes aussi à une action, à un coup par clic ou à un affichage un peu plus gros, etc. Parce que je me dis aussi, vu que c'est tellement discret, on peut même se rendre compte potentiellement que c'est même pas une ads, quoi, en fait. Donc tu as un gros taf de CTR à faire pour être attractif dans justement cet environnement de photos qui sont souvent ultra canons aussi, quoi. Ouais, carrément. Là-dessus, ouais, après, donc le feed est un peu plus divisé, certes, mais ce qui est intéressant, c'est que les épargnes publicitaires, quand tu les travailles bien, tu peux vite monter sur des CTR qui sont assez égaux à ceux de Meta. Donc t'as pas une grosse déperdition là-dessus. Donc tu arrives finalement sur des CPC qui peuvent être très faibles. Parce que sur Pinterest, tu as les épingles organiques ads qui sont bien mixées. Mais quand tu as une créative qui est bien inspirationnelle, etc., elle va vraiment quand même souvent stopper l'utilisateur. Donc on n'a pas une grosse déperdition en termes de CTR, malgré
malgré ce feed-là qui est un peu plus divisé. Donc voilà, ce qui donne des CPC souvent qui sont très faibles. Et donc, tu as différents feeds aussi dans Pinterest. Tu as le feed, du coup, principal. Quand tu arrives sur Pinterest, tu ouvres l'app, tu as un feed. Tu as le feed de recherche, donc quand une personne recherche. Et tu as le feed sous les épingles. Donc, une personne clique sur une épingle. Derrière, on va lui suggérer d'autres images similaires. Et là, ça crée un feed en dessous. Donc, en fait, il y a différents feeds et on peut jouer sur les différents positionnements. Si on peut... si on cible différents mots-clés, on va pouvoir se positionner que sur le feed mots-clés justement. Et quand on cible des centres d'intérêt uniquement sur le home feed. Donc là-dessus, il y a différents feeds aussi, on peut jouer là-dessus. Et le feed shopping, c'est encore un autre feed différent. Donc le but aussi, c'est de maximiser la présence sur ces différents feeds, quoi. Et justement, ça m'évoque un peu une question, c'est, ok, on a parlé un peu des formats, donc tu disais assez proche de Meta, etc. Mais pour ce qui est de la manière de cibler sa pub, sur Meta aujourd'hui, on travaille, soit on laisse beaucoup l'algo en fait bosser, mais le truc de base, ça reste quand même de l'audience. J'ai l'impression que sur Pinterest, du fait que tu disais que c'était un moteur de recherche, tu vois, moi j'ai l'impression que ça se rapproche plus de ce que je fais avec Google. C'est quoi un peu la manière dont fonctionne justement en fait, tes déclencheurs d'ads ou ta segmentation et tes audiences sur la partie ads? Yes, bah là-dessus, tu as vraiment les deux parties, hein. C'est un peu un mix entre Meta et Google. Donc, tu as à la fois le ciblage par centre d'intérêt et le ciblage par mots-clés. Donc, ciblage par centre d'intérêt un peu comme sur Meta et le ciblage par mots-clés un peu comme sur Google. Et il y a toute la partie shopping également. Donc, c'est vraiment distingué de ces deux parties-là. Ce qui est ultra important, par contre, c'est dans les campagnes de séparer, ne pas mélanger les ciblages par centre d'intérêt et les ciblages par mots-clés. Parce que Pinterest, si tu lui mélanges un peu tout, il va cibler tout le temps les centres d'intérêt parce que les poches d'audience sont énormes par rapport aux mots-clés. Donc ça, c'est juste super important. Mais il y a à la fois cette possibilité de cibler par les centres d'intérêt, comme sur Meta, et les mots-clés, comme sur Google. Ok, ouais, donc en fait, j'ai l'impression que ça se rapproche vachement de ce que nous on fait sur du YouTube par exemple. Parce Ok. que YouTube, tu as vraiment cette logique où effectivement tu peux. Enfin, YouTube, ça reste, je crois, c'est le deuxième ou troisième moteur de recherche aujourd'hui. Donc en fait, tu as un gros travail où tu peux cibler du mot-clé effectivement pour apparaître dans les top vidéos de certaines requêtes. Mais tu peux aussi cibler effectivement des Mm. audiences. Dire, par exemple, je sais pas, tous les gens qui regardent des vidéos sur la chaîne YouTube Google Ads de Pierre Baptiste, tu vois, ces gens-là, j'ai envie de les targeter parce que telle et telle raison, tu vois. Et du coup, tu vas aller les suivre un peu partout, etc. Donc ouais, en gros, ça se rapproche vachement de YouTube. C'est un peu un mélange un peu entre tout ça. Ok. Et par contre, un autre point, ça, cette partie-là, recherche pour se positionner sur un nom de concurrent, sur Pinterest, c'est très peu présent parce qu'en fait, les personnes tapent très peu les mots-clés de marque. Il y a 97% des recherches qui ne contiennent pas de nom de marque. Parce que les personnes font de la recherche visuelle assez inspirationnelle. Et si on tape des noms de marque, c'est plus sur d'autres plateformes comme Google. Donc la notion de positionnement sur des mots-clés concurrents, elle est beaucoup moins importante sur Pinterest Ok. comparé à un Google ou un YouTube. Ok, je pense que maintenant nos auditeurs là, ils ont bien compris comment ça marche. En gros, Pinterest, c'est quoi un peu les trucs de base, etc. Ce que je te propose, c'est qu'on essaye en gros en 10 minutes de leur proposer une sorte de petit plan d'action de comment on se lance sur Pinterest Ads. Donc, du coup, là, on va supposer que vous avez déjà fait un minimum votre taf sur la partie organique, vous avez créé votre compte et tout est structuré avec de 8 à 10 tableaux. Mais là, vas-y, on va se lancer sur la partie Ads. Euh, on est une marque qui est déjà assez installée. Je pense déjà plutôt OK sur Google, plutôt OK sur Meta. Pinterest doit être un canal complémentaire. Comment déjà tu te lances? C'est quoi un peu toi ta strat de lancement en gros? Yes. Donc si on part du prérequis qu'il y a déjà des créas qui ont été réalisés sur Meta, TikTok, etc. Dans un premier temps, ce qui va être intéressant, c'est de reprendre ces formats-là qui ont bien marché sur ces plateformes et de tester les différentes typologies de ciblage. Donc les ciblages par centre d'intérêt, les ciblages par mots-clés et les ciblages shopping. Donc dans un premier temps, ce qui est important sur Pinterest, c'est de pas démarrer forcément avec des gros budgets. Pourquoi? Parce qu'on a une phase d'apprentissage qui est présente sur la plateforme. Une phase où l'algo va être long comme sur Google au démarrage. Enfin, c'est pas au bout de 24 heures que tu vas avoir des résultats de dingue. Et sur Pinterest, on a souvent une phase entre 7-10 jours au démarrage quand on lance sur un tout nouveau compte qui est assez présente où on a des résultats qui sont pas forcément excellents. Pourquoi? Parce que Pinterest va tester différentes typologies de ciblage avec un croisement au niveau des créas. Et en faisant ces tests, il va y avoir des tests qui vont échouer. Donc il y a toujours cette phase-là qui est vraiment surtout une notion de temps et non pas de budget. On a déjà testé sur des gros budgets à 500-700 euros par jour au démarrage, mais en vrai c'est du budget qui est cramé. Donc c'est pour ça qu'on démarre souvent sur des budgets qui sont assez faibles. Même pour des grosses marques, souvent on démarre sur du 70-100 euros par jour, pas plus, parce qu'on sait que c'est juste une question de temps. Et une fois qu'on a passé cette phase-là, derrière on accélère. Donc cette phase-là, elle est ultra importante à prendre en compte, où on va tester différents types de ciblage. Donc là, on va sélectionner différents mots-clés
Et ça, on peut se baser sur des outils, encore une fois, comme Pinterest Trends, le Google Trends version Pinterest et PinSuggest. Donc, on va chercher différents mots-clés. Donc, on crée une liste de mots-clés comme on pourrait le faire sur Google. Et après, derrière, on va créer une autre campagne au niveau des centres d'intérêt. Donc là-dessus, l'idéal, c'est de sélectionner des centres d'intérêt quand même assez larges au démarrage de niveau 1 qui matchent avec l'audience. Donc, on peut le splitter en en différents ad groupes, différents groupes d'annonces. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il faut, voilà, c'est tester ces deux types de ciblage. Et derrière, si vous avez plus de 30-50 produits, lancez des campagnes shopping. Et les campagnes shopping sont très importantes parce que c'est quand même du bas de funnel qui performe souvent assez rapidement. Donc c'est un placement assez automatique, il n'y a pas beaucoup d'options de ciblage à l'intérieur, c'est comme sur Google, mais par contre c'est quelque chose qui est très efficace. Donc le but c'est de lancer ces 3 typologies de campagnes, après tout dépend de votre nombre de produits, mais si vous avez pas mal de produits, la partie shopping est très importante. Et donc à partir de ce moment-là, quand vous avez bien splitté vos campagnes et testé différentes créas par rapport à ce qui a été validé sur Meta et TikTok, derrière vous allez voir justement des perfs qui vont augmenter jour après jour au fur et à mesure qu'on avance dans la phase d'apprentissage. Donc globalement, c'est un setup de base assez efficace. Ok. Et le fait de mettre plus de budget au départ te fait pas gagner du temps sur tes phases d'apprentissage? Très peu. Très peu. Tu vas peut-être gagner un jour ou deux max. Mais tu vas être perdant en termes de budget investi. Ouais, c'est vraiment une notion de temps. Et vu qu'on est sur un moteur de recherche aussi, ça dépend des volumes de recherche qui vont être présents sur la partie mots-clés. Donc là-dessus, ouais. Mais nous, on a beaucoup testé cette partie-là. On s'est dit, ouais, si on démarre sur des gros budgets au démarrage, autant ça va la réduire. Mais c'est l'algo aussi, il est moins performant que Google et Meta parce qu'il a moins de données. Donc voilà, il prend un peu plus de temps. Ok. Et donc, ok, on a lancé, ça part. Comment on traque ce qui se passe sur Pinterest? Que j'imagine que, un peu comme sur Meta, etc., l'algo va se nourrir aussi des conversions, des actions qui sont faites sur notre site. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques sur le tracking? Yes, carrément. Alors, pour le tracking, il y a plusieurs solutions. Donc, dans le dashboard Pinterest, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tester et varier entre différentes fenêtres de conversion. Donc, la fenêtre de conversion de base, elle est quand même assez large sur Pinterest et souvent, elle s'attribue limite un peu trop de conversion. Ça dépend des cycles d'achat, encore une fois. Mais la fenêtre de conversion de base, elle est à 30 jours vus, 30 jours clics, 30 jours engagement. Elle est ultra large. Donc, il faut un peu se méfier, surtout quand on est sur un cycle d'achat qui court. Donc là-dessus, c'est bien s'il y a uniquement du Pinterest qui tourne et on est sur un cycle d'achat qui est plutôt long, cette fenêtre est OK. Mais sinon, dans d'autres cas de figure et sur une marque qui a différents canaux, elle peut être souvent assez biaisée. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est déjà de se calquer par rapport au cycle d'achat. Et si on est sur un cycle d'achat à 7 jours, ce qui est le plus classique souvent, là, on va regarder du coup les performances sur du 7 jours clic, 7 jours engagement. Et en termes de vues, on va varier entre du 1 jour vu et 7 jours vus maximum. Et là-dessus, justement, on va avoir une bonne visibilité sur les ventes qui viennent de Pinterest. Et on peut analyser également les conversions uniquement de clics, donc celles qui viennent directement, les personnes cliquent et achètent. Après, sur Pinterest, on sait qu'on a un cycle d'achat qui peut être en 2 temps. La personne s'inspire sur Pinterest, elle va enregistrer les paris dans son tableau, ou elle va sur le site et derrière elle va finaliser avec Google. Donc là-dessus, on a aussi une déperdition où on a des personnes qui font le dernier move sur Google, ce qui est assez naturel, comme sur Meta. Ok. Ouais, en général, tu vois une augmentation potentiellement des requêtes de marque ou des ventes sur Google suite au lancement de campagne Pinterest. Ouais, et même ce qui est intéressant, c'est que tu vois, dans le dashboard Shopify, quand tu as les sources de trafic qui remontent, nous, sur des sites où on fait que du Pinterest, il y a même du Google qui remonte parce que les personnes vont vraiment sur Google derrière taper. Parce qu'en fait, ce qui est dommage sur Pinterest, c'est que le navigateur, il est nul. Vraiment, le navigateur, il est vraiment très mauvais dans le sens où les personnes, à chaque fois, elles switchent du navigateur de Pinterest au navigateur de Google Chrome. C'est toujours ça parce que le navigateur, enfin, moi quand je scrolle dessus, je trouve il est assez insupportable. T'as envie de switcher sur Safari ou sur Chrome pour avoir une meilleure navigation. Et du coup, c'est pour ça qu'on a de la déperdition aussi niveau tracking là-dessus. Ok, ouais, ok. En gros, c'est pas très agréable de se balader Non. de par le navigateur de Pinterest quand tu viens cliquer sur consulter. Ouais, ou surtout si tu vas faire un voir, achat, quoi. Ouais. Ouais, ok. Et donc ça, tu fais ton tracking de manière assez classique, GTM, un petit code Ouais. de tracking script. Server-side s'il faut. Ouais, si possible server-side. Mais voilà, là-dessus, si le server-side avait bien été fait sur Meta, d'ailleurs, pour plugger Pinterest, ça se fait relativement bien. Et sinon, si vous êtes sur Shopify, il y a l'application Pinterest Shopify qui met le server-side en direct, qui marche très très bien. Donc voilà. Ok, ouais, donc ça c'est quand même assez important. Et du coup, on parlait un petit peu d'attribution. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être sur les gros clients que tu as accompagnés,
peut-être qu'on des outils d'attrib un peu plus poussés que des plus petits sites. C'est quoi un peu les mécaniques d'attribution que tu vois? C'est vraiment ce que tu viens de me dire en mode Pinterest, Google, où tu sais un peu dire finalement isoler Pinterest dans ta requête et dans comment dire, dans le chemin un peu, ou comment tu gères un peu cette Ouais, partie attrib? là-dessus, en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder les gaps qu'on a entre les différentes fenêtres de conversion. Donc, entre les fenêtres de conversion à 1 jour, à 7 jours, à 30 jours. Pour voir vraiment où se situe le sweet spot et là où on a de la déperdition par rapport à la vue macro qu'on a au niveau de nos clients. Donc, à ce niveau-là, on a testé différents outils hein, comme Aeros, Triple Whale, etc. Le truc, c'est que, pareil, on a une grosse déperdition au niveau du tracking suite à ce navigateur Pinterest qui switch du navigateur de Pinterest au navigateur Google Chrome. Là, on a soit une grosse déperdition au niveau du trafic. Mais en fait, quand Pinterest drive des clics à, je sais pas, 5-10 centimes le clic, on sait que ça arrose des bases d'audience énormes et souvent ce qu'on voit, c'est plus sur le combo Pinterest Meta. C'est que quand on arrive sur des phases comme le Q4, là où il y a énormément de concurrence, etc., Pinterest va nourrir les bases d'audience de Facebook également, avec le pixel, parce que ça envoie beaucoup de trafic. Et derrière, nous, ce qu'on a vu, c'est que les clients, souvent, ils voient des performances qui augmentent sur Meta suite à l'ajout de Pinterest, parce que d'où ce trafic frais qui arrive en continu, quoi. Donc sur cette partie-là, un peu plus alimentation de trafic, ça aide vachement, surtout Meta sur cette partie-là. Et après, Google, ça alimente sur les requêtes de marque, quoi. Ok. Est-ce que tu vois d'autres éléments qui sont liés à la partie ads dont on n'a pas parlé et qui sont pourtant un peu indispensables pour vraiment performer sur Pinterest Ads? Yes, ce qui est important, vu qu'on est sur une plateforme assez inspirationnelle, c'est de vraiment booster toutes les parties de reciblage, de retargeting sur Pinterest. Donc, si tu as une audience, tu démarres en stratégie organique, tu vas pouvoir recibler toutes les personnes qui ont interagi avec les hébergeurs organiques. Donc, ça, c'est très important à faire. Également, tu as le reciblage dynamique. Donc, comme sur Google, tu vas pouvoir recibler les personnes en fonction des produits qu'elles ont vus. Si elles ont vu un produit A, recibler uniquement avec ce produit A. Et toutes ces fonctionnalités de retargeting sont importantes parce qu'on est sur du trafic inspirationnel, il faut maximiser les touchpoints. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et pour ça, on peut même exclure les bases d'audience qui sont déjà venues sur le site pour aller chercher uniquement de nouveaux utilisateurs. Toute cette partie-là d'exclusion et de retargeting précis, on peut tout faire sur Pinterest. On a la partie ciblage broad, ciblage lookalike qui sont présents. Donc le broad est assez intéressant sur Pinterest une fois qu'on a un compte chaud, mais on est encore aux prémices de ça. Enfin, sur Meta, ça fonctionne très bien. Sur Pinterest, il faut encore un peu plus. C'est une plateforme un peu plus de techniciens où il faut un peu plus driver l'algo. Ce qui est important également, c'est sur Pinterest, nous, on a des segmentations qui sont assez importantes en termes de campagne. Si on est sur un volume de dépenses à 500-700 euros par jour, on va avoir souvent entre 30, une trentaine de campagnes à peu près. Parce qu'en fait, on va splitter le budget. Et Pinterest encaisse très mal les changements de budget. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important où on va scaler en horizontal. On va faire de la duplication de campagnes. Et on va pas tout mettre dans 3-4 campagnes comme on pourrait peut-être le faire sur Meta. Parce que l'algo est plus efficace tout simplement. Donc on va avoir une approche un peu plus en horizontal et pour justement avoir de la possibilité de modifier les budgets sans modifier les autres campagnes, quoi. Ok. Ouais, tu as quand même une vraie technicité sur la Ouais. plateforme où tu peux pas reproduire du pur Meta ou du pur Google sur la plateforme parce que en fait c'est Meta il y a genre 5 ans sur son algo. Effectivement, quand tu changeais les budgets, c'était tellement n'importe quoi. C'est pareil sur Google en réalité, Ouais. hein. Dès que tu commences à changer les budgets, l'algo il partait en live. C'est plus trop le cas maintenant, mais c'est quand même un peu assez abusé sur ça. Je pense que j'ai l'impression qu'on a fait quand même un bon tour de ce qu'est Pinterest Ads, etc. Je me demandais si, je te prends, je pense, un peu de cours. Est-ce que tu as une sorte de peut-être une petite étude de cas auquel tu pourrais penser d'un client que vous avez accompagné dernièrement, peut-être que vous avez lancé justement sur Pinterest et de voir peut-être avec aujourd'hui 1 an de recul, 2 ans de recul, c'est quoi un peu les résultats qu'ils obtiennent et qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été particulièrement bons particulièrement ou pas bons d'ailleurs, les erreurs que vous auriez pu faire sur ça. Yes. Donc là-dessus, je pense à Homa Days. Donc c'est des sprays éclaircissants pour les cheveux. Et ça là-dessus, du coup, c'est une marque qui a très peu de sources d'acquisition au démarrage et juste un petit lancement en TikTok organique. Et là, du coup, ça remonte à il y a 1 an et demi, on a décidé de lancer Pinterest pour alimenter tout simplement les bases d'audience et de trafic. Et donc là-dessus, on s'est positionné sur tous les mots-clés autour des routines cheveux. Donc pour cibler toutes les nanas donc blondes et brunes qui recherchent des
routine pour se coiffer le matin. Et là, sur Pinterest, on arrive sur des volumes de recherche super intéressants. Et c'est à ce moment-là qu'on on push le spray éclaircissant pour les cheveux. Et qu'est-ce que ça a donné en termes de perf? Dès le démarrage, on est monté sur les retours sur investissement à 4-5 assez rapidement parce que on est sur une thématique où tu as très peu de concurrence. Même des très grosses marques pharmaceutiques, etc., qui sont présentes sur Google, Meta, ne sont pas présentes sur Pinterest. Et vu qu'on est arrivé sur des créas assez UGC, on a la fondatrice qui parle du produit, etc., ça marche très bien. Et là, avec un an de recul, un an et demi de recul, là c'était assez impressionnant parce que la semaine dernière, il y a eu. Ils sont passés aux Galeries Lafayette sur une semaine, sur une semaine aux Galeries Haussmann à Paris. Et il y a eu énormément de personnes qui viennent vraiment de Pinterest maintenant en acquisition. Et c'est un canal phare de la plateforme qui permet justement de. Ils ont des publicités sur Meta qui tournent, sur Google également, mais Pinterest en fait drive du trafic frais de nouvelles clientes, quoi, tout simplement. Ok. Donc ça là-dessus, ils voient vraiment l'impact. Et ce qu'on fait également pour le tracking, on n'en a pas parlé, mais la meilleure source et ce qu'on adore faire à chaque fois, c'est de mettre un formulaire Ça, c'est génial. post-order. Et là, on voit vraiment la réelle part de Pinterest à l'intérieur, quoi. Ok. Ouais, ça te permet vraiment de. Ça d'ailleurs, je vous recommande tous, hein, si vous avez un e-commerce et que vous nous écoutez, une fois que quelqu'un a acheté, vous lui mettez un tout petit formulaire de comment vous nous avez connus. Et la personne, pour ceux qui vous donneront la réponse, mais j'ai certains clients, ils obtiennent 50% de réponse quand même sur toutes les personnes qui passent commande, c'est ouf. Et en gros, ils vont vous dire là où ils ont entendu parler de vous. Et du coup, ça vous permet aussi de savoir où mettre du budget dans le haut de tunnel, parce que parfois, on a tendance à dévaloriser le haut de tunnel dans nos stratégies ou dans nos budgets, parce qu'il n'y a pas le ROAS qui va bien, il n'y a pas toujours la conversion, les performances qui vont bien d'un point de vue performance. Et on est en mode, bon, allez, je vais réduire mes budgets là. Ouais, mais sauf qu'en fait, non. Parce que les gars, ils vous ont connu grâce à ça à la base. Et c'est vraiment ça qui a drivé derrière l'achat, les requêtes, le machin. Et que Google Shopping, c'est performant ou que Pinterest Shopping, c'est performant, quoi. C'est quand même important, je trouve, de le dire. Voilà. Ouais, carrément. Donc ça, sur cette partie-là, tracking, c'est important. Et après, ouais, Pinterest est vraiment bon finalement pour cette partie-là, ouais, alimenter un maximum de trafic. Mais pour les marques justement qui ne font pas forcément beaucoup de méta à Google, si vous lancez directement avec que du Pinterest, c'est intéressant quand même d'avoir du retargeting sur Meta et d'être positionné sur le mot-clé de marque dans les premières positions avec Google Ads. Ça, c'est vraiment le minimum à faire parce que sur Pinterest, on sait que les personnes vont avoir besoin justement d'être ciblé plusieurs fois, avoir plusieurs touchpoints. Et les personnes, on sait que derrière, elles tapent sur Google souvent le mot-clé de marque. Donc, il ne faut pas oublier d'être présent sur Google Ads aussi, quoi. Ok, ouais, il faut être un peu partout. Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en vrai, si tu as une stratégie que monocanal, c'est quand même difficile. À part peut-être encore sur Google Ads. Moi, je le vois sur mon site, on est encore très monocanal, mais de par la nature de notre business, on peut se permettre de l'être. Mais en vrai, dès que tu es une marque, en fait, tu n'as pas trop le choix. Il faut quand même que tu sois très omnicanal dans le sens pur du terme, du physique au online. Et dans le online sur toutes les plateformes ou un maximum de plateformes online, en commençant par évidemment les plus importantes et puis petit à petit sur des plus petits trucs. Je vois qu'il y a aussi vachement de groupes Discord, de marques qui se créent, des trucs, des groupes WhatsApp, etc. Ça paraît ouf, mais en fait, la gestion de communauté, ça commence à devenir aussi des vrais sujets. D'ailleurs, je cherchais des gens pour le podcast pour parler de Discord parce qu'il y a des vrais sujets autour de ça. J'ai l'impression qu'on a fait un bon tour sur Pinterest. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, carrément, on a fait un bon tour aussi bien sur la partie découverte de la plateforme, SEO, ads. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est si possible de combiner les deux, organique et ads, parce que nous on voit trop de marques de l'extérieur qui se lancent en se disant ok, je fais un test de Pinterest sur 2 semaines, mais le truc c'est que souvent quand tu fais un test de Pinterest sur 2 semaines, tu mets pas les bonnes fondations qui vont permettre de potentialiser tous les résultats. Juste ce qu'il faut penser, c'est un minimum d'images de marque au démarrage avant de lancer les publicités. Et une fois qu'on lance les publicités, pensez à cette phase d'apprentissage de 7-10 jours où les perfs vont pas être forcément très bonnes. Donc on démarre sur des petits budgets et après, derrière, vous allez vite voir l'incrémental de Pinterest. Et là, justement, j'ai une petite question par rapport au budget. C'est quoi, en gros, le scaling un peu maximum que tu peux faire sur Pinterest? Est-ce qu'on peut considérer que tu as une sorte de plafond de verre à un moment donné où tu pourras pas aller au-dessus? Alors ça va dépendre des secteurs. Dans les secteurs comme la mode, la déco, la beauté, le luxe, en termes de budget, tu peux y aller fort sur plusieurs milliers d'euros par jour en France sans souci. Par contre, sur des secteurs qui peuvent être un peu plus nichés où tu veux vraiment te positionner sur certains mots-clés, là c'est sûr, vu que tu as des CPM à 1,50€, 2€, tu vas être un peu plus capé, tu vas vite
tourner en boucle si tu cibles uniquement ça. En fait, nous, le but, c'est à chaque fois, on va chercher le plateau sur lequel justement on est au max. Et là-dessus, on le sent vite. En fait, vu qu'on fait un scaling horizontal où on monte petit à petit par palier, une sorte de stratégie un peu en escalier, on va avoir un moment, on va passer au palier supérieur et là, on va avoir les mêmes résultats, voire des résultats un peu moins bons. Et là, on sait qu'on est au palier maximum. Et souvent, enfin, ça dépend des secteurs, mais si on prend des secteurs comme très nichés comme la lessive tout à l'heure, là-dessus, on peut rester calqué sur des budgets à 500, 600 euros par jour. On peut avoir des limites là-dessus si on est vraiment ciblé autour des mots-clés. Et après, il y a des moyens d'élargir. Mais voilà, vu qu'on a des CPM et des coûts publicitaires très, très faibles, vu que tu touches 1000 personnes pour 1,50 €, 2 euros, dès que tu es à 500 euros par jour, quand tu fais les calculs, tu touches vite beaucoup de monde, quoi. C'est vrai que c'est quand même beaucoup. C'est quand même assez impressionnant. Bah écoute, j'ai l'impression qu'on a fait un bon tour. Pour tous nos éditeurs qui voudraient commencer à se lancer sur Pinterest, etc., même un peu toi les bonnes pratiques qu'on a partagées dans ce podcast, que tu as des recos de médias ou de contenus qu'on peut aller lire. Bon, évidemment, je pense qu'il y a ta chaîne YouTube, il y a ton LinkedIn. Est-ce qu'il y a 2-3 autres trucs auxquels tu penses dans la... Yes, il y a le site Pinterest Business où il y a pas mal d'articles super intéressants pour se lancer. Après, sur Pinterest, il n'y a pas forcément énormément de ressources vu que c'est une plateforme qui est pas... Enfin, elle n'est pas aussi bien mise en avant qu'un Meta, qu'un Google. Mais voilà, le site Pinterest Business est top. Pour regarder les volumes de recherche, Pinterest Trends, à ne pas négliger, tout comme PinSuggest. Donc voilà, c'est les ressources principales à regarder. Ok. Et pour toi, on te retrouve où du coup? Sur YouTube, YouTube, LinkedIn. C'est quoi le nom de ta chaîne? Luc Bermond, donc mon prénom, mon nom de famille. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 guides de plus d'une heure. Un guide sur la partie ads, un guide sur la partie organique. C'est des guides vraiment complets qui montrent justement tout le paramétrage ads, tout le paramétrage organique. Donc pour les personnes qui sont un peu plus des profils techniques qui souhaitent se lancer sur la plateforme, voilà, c'est un bon démarrage pour se lancer. Ok. C'est quoi ton top 2, top 3 vidéos à regarder absolument sur ton YouTube? Bah justement, tu as ces 2 guides. Ouais. Et après, j'ai fait une vidéo sur l'algorithme de Pinterest Ok. pour comprendre justement les Ok, c'est les mécanismes. 3 vidéos, tu commences avec Ouais, ça, après ouais. tu ruisselles sur les autres pour bien comprendre, etc. Et Exactement. sur LinkedIn, tu es assez active aussi, Ouais. assez actif, pardon. Donc je crois que vous pouvez clairement aller suivre Luc sur ces 2 plateformes. Franchement, le contenu est ultra quali. Merci. Franchement, je pense que je vais me lancer du coup un peu sur Pinterest. Carrément Je vais là. lancer ça sur le site. Merci en tout cas pour ton temps, ton énergie, pour tout ce que tu nous as partagé dans cet épisode. Et puis à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Salut, ciao. Salut.